Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision ce jeudi 17 novembre 2016. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Les jeunes de la Croix ont entrepris de mettre un terme à la mauvaise réputation qu'entraîne leur quartier, un quartier abandonné et dont l'image négative a été accentuée par le meurtre du jeune Yohan il y a 2 mois. Histoire de garder un œil sur la maladie, la campagne d'information et de dépistage du diabète se poursuit. 8% des Guadeloupéens en sont atteints. Dans la diversité de l'art floral, demandez l'ikebana ou l'art de faire vivre les fleurs, rencontre fleurie avec une pratiquante. Le journal, Ronnie Nabal. L'invité de notre journal ce soir, David Berry, président du Karukera Bonsai Club. Il viendra nous présenter la 2e édition des rencontres autour de l'art floral, le Terra Silva. Théâtre du meurtre du jeune lycéen Yohan Equinox en septembre dernier et de bien d'autres faits avant et même après ce drame, le quartier de la Croix aux Abîmes n'a pas bonne presse. Ce secteur limitrophe de Pointe-à-Pitre a été l'un des premiers à bénéficier de la vaste opération de résorption de l'habitat insalubre et de la rénovation urbaine qui ont métamorphosé le paysage de cette partie de la ville. Là où régnait ce que les politiques appellent l'habitat indigne et dont ils disent faire de la lutte l'une de leurs priorités, se dressent désormais des bâtiments qui faisaient jadis la fierté des élus. Mais avec le temps, les façades de ces immeubles sont souvent décrépies et quand les installations publiques existent, elles sont parfois à l'abandon et mériteraient un bon lifting. Mais par-delà les façades, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a également des talents, des espoirs et des engagements citoyens qui méritent d'être connus. C'est le sens de l'initiative du collectif l'Aqua City, organiser une manifestation citoyenne dans ce quartier pour permettre à ses habitants d'échanger entre eux, mais également aux autres de mieux les connaître. Partons à la rencontre de 2 jeunes de ce quartier, fiers de leur quartier et soucieux de changer l'image de l'Aqua. Reportage Joël Saint-Célie. Changer l'image de l'Aqua, un dévouement quasi quotidien pour Marc. Et il n'a pas attendu que son quartier soit sous les feux des projecteurs après le sordide fait divers de septembre dernier. Marcus, comme l'appellent les gens du coin, s'est engagé dans la redynamisation de son quartier il y a une dizaine d'années. Sollicité pour prendre part à l'organisation d'une manifestation artistique contre la violence, il n'a pas hésité un instant à porter sa contribution. Et afin de démontrer aussi à la population guadeloupéenne que bon, à la Croix, il n'y a pas que ces faits divers. À la Croix, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'acteurs justement qui contribuent justement au changement, qui veulent changer les choses dans le quartier parce qu'ils sont conscients aussi que la violence c'est une gangrène. L'idée, c'est de rompre avec l'image négative du quartier, où l'énergie et les talents ne manquent pas, à l'image de Laurie, un jeune réalisateur convaincu que la violence n'est pas une fatalité. On n'a pas toutes les informations qui devaient être relayées pour les aides qui existent pour les jeunes de quartier défavorisés. Vous voyez? Moi, je pense qu'il y a un réel travail de communication à faire. Et de pas seulement contacter les acteurs positifs du quartier seulement quand il y a problème, quand on doit parler du quartier pour alimenter les médias. Non, vous voyez, il faut venir s'intéresser plus étroitement à nos jeunes pour qu'on fasse plus de choses. Et là, les politiciens verront que la Guadeloupe va beaucoup mieux. L'Aqua peut être l'un des plus beaux quartiers des Abîmes, doté d'un patrimoine naturel incroyable, tel ce parc paysager, oublié peut-être par ceux qui en ont la charge. Ce sont des locaux qui sont laissés à l'abandon depuis des temps, donc là maintenant c'est exploité. Bon, voilà, qu'on veut faire. Alors ici, difficile de vendre des vessies pour des lanternes. À l'Aqua, les jeunes ne font pas dans la langue de bois. Ils décrivent juste la réalité, comme cette salle polyvalente à l'abandon depuis plusieurs années. Le complexe aussi, il faut le refaire. Parce que bon, c'est vecteur d'activité, de sport. Il y avait les chevaliers de la Croix qui ont fait pas mal d'entraînements là. Il y avait de la vie dans ce complexe. Donc il ne faut pas que ça reste là en déshérence comme ça. Non. Parce qu'en plus, que je dis que ça amène des drogués qui viennent fumer de la cocaïne. Et il ne faut pas attendre qu'il y ait un meurtre qui se passe à l'intérieur des locaux pour qu'après qu'on vienne dire bon voilà qu'on va faire un truc. Vous voyez?
Parce qu'il y en a marre maintenant. Il faut faire des trucs maintenant pour arrêter la violence à la Croix. Disons-le sans embâge, heureusement qu'il y a encore des jeunes à la Croix. Des jeunes, comme les autres, qui méritent d'être aidés. Quoi qu'il en soit, Marc, lui, nous l'a dit. Il continuera, avec ses moyens, d'œuvrer chaque jour pour un mieux vivre à la Croix. Oui, on reste en contact. Pas de problème. De toute façon, je vais mon WhatsApp, donc je vais te check. Ok? Bon. Et c'est le courrier là-bas et Grandamont, c'est le courrier là. Oui, d'accord. Et j'ai eu Madame Balta. Ok. Et le courant est dépassé? Oui, normal. Ok, frérot. Yes, bon. Dans le monde, 422 millions d'adultes sont atteints de diabète et 640 millions risquent de développer cette maladie d'ici 2040. Une maladie qui peut s'avérer mortelle et qui toucherait plus de 8% des Guadeloupéens, selon l'Observatoire régional de la santé, tandis que sa prévalence dans l'Hexagone touche à peine 5%. Quelques jours après la journée mondiale qui était consacrée, une journée de prévention était organisée aujourd'hui au pôle administratif de Périnette à Gosier. Au programme, sensibilisation à l'éducation alimentaire, sensibilisation à l'éducation physique et conférence à l'adresse d'élèves de CME. Au reportage, Muriel Barlaigne. Comme elle le fait chaque année, l'Association française des diabétiques de Guadeloupe a organisé un village santé autour du diabète. Cette année, il s'est installé au pôle administratif de Périnette au Gosier. Une opération de sensibilisation mise en œuvre avec l'appui du CCAS de la ville à l'occasion de la journée mondiale du diabète. La maladie, qui concerne 8% de la population guadeloupéenne, est dite silencieuse car elle peut rester des années sans produire des symptômes, d'où l'importance du dépistage. Le diabète de type 2, c'est un diabète avec lequel on peut vivre des années sans le savoir. Et on peut le découvrir fortuitement lors d'une visite chez le médecin, lors d'un bilan préparatoire, lors d'une visite médicale au travail. On peut le découvrir comme ça. Mais c'est une maladie qui est sournoise et on la découvre assez souvent, on va dire, alors qu'il y a déjà des complications. Par exemple, lorsque quelqu'un va chez son ophtalmologue et qui va avoir un fond d'œil, et là, on va découvrir que cette personne est touchée par le diabète. Il y a aussi d'autres complications plus importantes qui permettent de découvrir le diabète. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles la prévention, les journées comme celle-ci sont très, très importantes. Parmi les stands proposés, un atelier de contrôle de la glycémie capillaire, c'est-à-dire de la quantité de sucre dans le sang. Pour une personne ayant déjà mangé, ce taux ne doit pas dépasser les 2 grammes par litre. Auquel cas, il faut opérer à des examens complémentaires pour voir si les résultats se confirment. Suzy s'est prêtée au jeu, juste pour s'assurer que tout va bien. Parce que parfois je mange un peu, je ne suis pas très sucré, je fais attention, je fais du sport, mais on ne sait jamais. Les petits gâteaux, les petits extras à côté, voilà. Un rendez-vous qui a aussi attiré des diabétiques désireux de cultiver une bonne hygiène de vie. On peut commettre beaucoup d'erreurs, quelquefois on ne se sent pas bien, on a peut-être abusé des bonnes choses de la table quand on est invité. Donc venir encore à une journée d'information, ce n'est pas quelque chose de contraignant, mais au contraire ça remet les choses en place. On voit un petit peu les erreurs qu'on peut faire et puis on peut remédier à son activité physique, l'hygiène alimentaire. C'est important de revenir de temps en temps s'informer. On n'a jamais trop d'informations. Hypertension artérielle et diabète sont souvent liés, d'où l'intérêt d'opérer à des contrôles. Cette manifestation a été l'occasion pour les Guadeloupéens de faire aussi le point sur leurs habitudes pour éviter le pire. Dans un instant, nous recevrons David Berry, le président du Karukera Bonsai Club, avec lequel nous parlerons des deuxièmes rencontres autour de l'art floral, le Terra Festival. Mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons à la Barbade, à la Jamaïque, et parlons pour commencer de la Guyane. C'est votre rendez-vous Caraïbes. À l'occasion de l'examen du budget du ministère des Outre-mer, voté en première lecture par l'Assemblée nationale le mercredi 16, Chantal Berthelot a interpellé Erika Barretz. La députée de Guyane est revenue sur l'insécurité grandissante qui règne sur le territoire, symbolisée 8 jours plus tôt par le meurtre de Patrice Clette, ancien conseiller général et ancien compagnon de route de Chantal Berthelot.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 38 homicides en 2015 et 39 depuis le début de l'année. Cette insécurité est amplifiée par une situation sociale, sanitaire et économique au bord de l'implosion, avec des hôpitaux dépassés, une économie à bout de souffle et une immigration incontrôlée. Mes chers collègues, cette réalité est intolérable et insupportable. Alors permettez-moi de vous dire qu'il nous est impossible, de nous réjouir des futurs succès d'Ariane 6 sur fond de misère et de drame humain. L'État doit assumer et réaffirmer sa souveraineté au travers de l'exercice de ses compétences régaliennes. C'est tout le sens du pacte d'avenir pour la Guyane que j'ai exigé ici même il y a 3 ans lors d'une mission budgétaire outre-mer. Les escadrons de gendarmerie doivent être consolidés, mais pas que. L'ensemble de la chaîne judiciaire doit enfin disposer des moyens nécessaires et indispensables à la réalisation de ces missions. Des mesures éducatives de prévention de la délinquance juvénile doivent également être renforcées. Face à la prolifération et la circulation des armes à feu, une mission interministérielle a remis un rapport sur les armes à feu et a insisté sur la nécessité de procéder rapidement à un recensement des armes et de leurs détenteurs. Madame la ministre, le gouvernement est-il décidé à mettre en place une réglementation sur le permis de port d'armes en Guyane? Et surtout, à s'engager avec et pour les Guyanais contre toutes les formes d'insécurité. Je vous remercie. En réponse à la parlementaire, la ministre des Outre-mer a surtout insisté sur la signature imminente du pacte d'avenir pour la Guyane, une promesse faite par le président de la République lors de sa visite au territoire il y a déjà 3 ans. Je vais reprendre le sujet sur l'approche globale et votre bagarre, votre combat pour qu'à terme nous soyons dans ce pacte d'avenir, son écriture, son partage et puis sa matérialisation. Nous y sommes presque, dans quelques jours, nous allons signer ce pacte d'avenir. Donc c'est un grand pas et ce grand pas a été fait grâce à beaucoup d'entre nous, mais surtout grâce à votre détermination concernant ce projet. C'est une bonne nouvelle parce que en relisant et en regardant ce pacte d'avenir, nous sommes vraiment bien dans le balayage global, tant en termes d'infrastructures du territoire guyanais, et je parle du logement, je parle de la mobilité, mais aussi de tous les autres sujets, dont le sujet éducation, et Dieu seul sait que sur ce territoire, nous avons besoin d'investir énormément. Le pacte d'avenir concerne une dotation de 2,5 milliards sur 15 ans pour lancer ou relancer l'économie de la Guyane dans plusieurs secteurs, notamment les transports, le logement et l'industrie. Les îles touristiques des Caraïbes se donnent les moyens pour attirer les clientèles d'Amérique du Nord et d'Europe. C'est ainsi que l'Office de tourisme de Barbade a organisé entre les 14 et 17 de ce mois une tournée promotionnelle en France. L'opération itinérante baptisée la Barbade dans votre ville est passée par Paris, Lyon, Marseille et Nice. Les cibles, les agences de voyage bien sûr. L'opération de charme des responsables barbadiens en France se déroule au moment où Condor lance sa nouvelle ligne Munich-Tobago-Barbade. Une liaison que la compagnie aérienne allemande, filiale du groupe britannique Thomas Cook, va assurer tous les samedis au cours de son programme d'hiver 2016-2017. Après l'athlétisme, le second pari sportif d'Usain Bolt va peut-être devenir réalité. L'athlète le plus rapide du monde va bientôt s'entraîner pendant quelques jours avec le Borussia Dortmund. Le club professionnel allemand l'aurait contacté en passant par un équipementier qu'ils ont en commun. Bolt pourrait alors côtoyer le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, considéré comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Depuis plusieurs années, le multiple champion olympique n'a jamais caché son envie de tenter une carrière de footballeur professionnel, un rêve qu'il aimerait réaliser à Manchester United, son club préféré. Retour chez nous, la deuxième édition des rencontres autour de l'art floral se déroulera ce week-end au lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme du Gosier. Rendez-vous initié par le Karukera Bonsai Club, mais aussi par d'autres passionnés de l'art floral, parmi lesquels les pratiquants de l'ikebana, un art japonais ancestral de l'arrangement floral, pour lequel certains adeptes en Guadeloupe s'inspirent de l'ikebana Ohara, l'une des plus célèbres écoles ikebana du Japon.
Leurs créations seront visibles au cours de ces 2 jours d'exposition du Terra Silva. Rencontre avec Catherine Louison, ikébανiste depuis maintenant 20 ans. Un vase plat avec de l'eau, un pique-fleur à alvéoles, Catherine Louison s'apprête à composer un bouquet selon le style Moribana incliné. C'est l'un des styles enseignés par l'école Ohara, l'une des 3 écoles principales qui existent en ikebana. Cet art floral japonais invite à agencer les différents éléments selon une codification précise. Tiges, feuilles, fleurs, vases, tout est pensé et valorisé. L'idée étant de reproduire ce qui se fait dans la nature de façon épurée. Cela fait 20 ans que Catherine Louison pratique cet art. Ce qui m'a plu dans l'ikebana, c'est cette forme dépouillée. Contrairement à l'art occidental où on a besoin d'un apport important de fleurs, en ikebana c'est très dépouillé. On peut très bien travailler avec 2 éléments, 5 éléments, mais ça ne va pas au-delà du nombre d'éléments. Et puis ce qui me fait tenir, c'est que c'est l'ambiance. Et puis depuis j'ai un autre regard envers la nature. J'apprécie encore mieux les choses. Et plus le temps passe, plus j'apprécie la nature, plus je respecte la nature, plus j'essaie de pas faire la leçon ni la morale, mais de sensibiliser déjà mon entourage proche et d'autres personnes, les sensibiliser à leur environnement. Les fleurs utilisées doivent être en harmonie avec les végétaux et doivent pouvoir tenir. D'où le choix des alpinias qui peuvent durer une bonne semaine. Chaque composition est unique. Plus qu'un art floral, l'ikebana est une véritable école de la patience et de la discipline. C'est un art de vivre. Il y a une philosophie qu'on peut résumer comme étant une quête de sens. On est plus dans un état d'esprit qui fera qu'on sera à la recherche d'un équilibre, à la recherche d'un bien-être, à la recherche de sentiments particuliers. Donc après, c'est aussi le prétexte pour plein de choses. On sera plus sensible à la nature, donc forcément il y aura des répercussions sur notre façon de vivre, notre façon d'appréhender les choses et d'être nous-mêmes. Le Guadeloupe Ikebana Club a presque 40 ans. Il rassemble une 50aine de membres actifs. Pour ces ikebanistes, composer des arrangements floraux est devenu une habitude qui prend sa place dans leur vie au quotidien. C'est l'heure de retrouver l'invité de notre journal, David Berry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Karukera Bonsai Club et vous êtes là pour nous parler de cette 2e édition de Terra Silva. Ce sera ce week-end au lycée des métiers de l'hôtellerie et du Gusier. Vous êtes diplômé niveau 3 par la Fédération française de Bonsai. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est un peu comme dans les arts martiaux? Oui, en fin de compte, la Fédération française de Bonsai a mis en place des niveaux de façon à ce que dans n'importe quel club, ils soient rassurés sur le discours et sur l'apprentissage qu'on va y mener. Et donc, ils sont arrivés par un collège des juges. Il y a un collège des juges, en fait, qui a été créé par la Fédération, qui est indépendant, et qui a créé ces 3 niveaux. Donc, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, bien sûr, qui est le plus haut niveau de la Fédération française de Bonsai. Et ce qui vous permet de pouvoir transmettre votre savoir, votre pratique à d'autres. Voilà, ce qui vous rend garant du bonsaï, en tout cas français, européen, par la Fédération française de Bonsai. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de pratiquants d'art floral, plus globalement, parce que là, on ne parle pas uniquement que du bonsai. Est-ce qu'il y a beaucoup de pratiquants d'art floral en Guadeloupe? Et est-ce que c'est un club restreint? Alors, de façon générale, l'art floral est pratiqué, sans pour cela que ce soit vraiment de l'art floral, par énormément de personnes, malheureusement chacun dans leur coin. Les gens qui pratiquent l'art floral et qui apprennent les codes, entre guillemets, de l'art floral ne sont pas très nombreux. Et surtout que pour être, par exemple, reconnu par ses pairs, par l'art floral, il faut passer des diplômes, il y a des formations autour de ça, et qui sont parfois un peu assez lourdes, et qui sont parfois aussi onéreuses, mais qui valident quand même d'une pratique correcte de l'art floral.
Alors justement, qu'est-ce qui motive celui ou celle qui pratique un art floral et est-ce qu'il a un profil particulier? Au début, je pensais ça. Je suis vraiment revenu sur cette définition parce que, je vais prendre mon cas, quand j'ai commencé le bonsaï, c'est vrai que j'aimais beaucoup la nature, mais je n'avais jamais eu de plante verte de ma vie. Et c'est tout à fait par hasard que j'ai rencontré le bonsaï. Par contre, ce qui est clair, c'est que on retrouve très souvent des gens d'une sensibilité assez équivalente. Et très souvent, quelqu'un qui pratique un art floral, quel qu'il soit, le bonsaï, l'ikebana, l'art ou le design floral, très souvent a une autre pratique. Musicien, il fait de l'aquariophilie, bon voilà. Donc on retrouve très souvent un pratiquant d'art floral ayant une autre passion ou un autre hobby équivalent à celui qu'on peut retrouver dans ces milieux-là. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui demande du temps? Du temps, de l'énergie? Est-ce que financièrement, c'est quelque chose qui est abordable? Et qu'est-ce que cela rapporte en retour? Alors, la pratique de départ n'est pas très onéreuse de départ. Par contre, c'est vrai que plus on va progresser, plus il va falloir investir dans du matériel, dans des formations qui effectivement peuvent devenir onéreuses. Par exemple, pour la Fédération française de bonsaï, il est clair que si on veut vraiment progresser, eh ben, il faut aller se rapprocher du meilleur niveau de bonsaï. Donc il faut voyager. Et on sait tous ce que peut coûter un voyage. Donc il y a des congrès qui sont mondiaux auxquels il est souhaitable de participer lorsque l'on veut progresser dans l'art du bonsaï. C'est la même chose en ikebana, c'est la même chose en art et design floral. Il faut aller voir ce qui se passe ailleurs pour pouvoir le ramener, l'intégrer et le partager. La notion de partage et de transmission est très importante dans la, comment dirais-je, dans la progression de son art. Personnellement, j'ai progressé vraiment quand j'ai monté le club du Karukera Bonsai Club. Au départ, c'était bien, mais il me manquait quelque chose pour pouvoir évoluer et progresser. Cela demande du temps? Cela demande du temps, oui. Plus on augmente son niveau, plus cela prend du temps. Par contre, il y a un préjugé un petit peu sur le bonsaï, c'est que beaucoup de gens vous disent « Ah, c'est difficile. Ah, j'ai essayé, mon bonsaï, il est mort. » C'est pas tout à fait ça. C'est que le bonsaï ne peut se pratiquer sans conseil. Donc parfois, même si on n'est pas un grand pratiquant de bonsaï, on peut tout simplement avoir un petit bonsaï chez soi, mais il faut savoir quelle espèce choisir et quels sont les petits gestes quotidiens. À partir du moment où on sait ça, le bonsaï, il vit des années, plus vieux que nous-mêmes. On va parler du Terra Silva, mais juste une dernière question sur l'art floral. Est-ce qu'il y en a un? On a parlé du bonsaï, on a parlé de l'ikebana. Est-ce qu'il y en a un qui est plus pratiqué que les autres ici en Guadeloupe? En Guadeloupe, je dirais que l'ikebana est plus pratiqué. Le bonsaï en Guadeloupe est beaucoup plus jeune et assez jeune. Je dirais même que dans la Caraïbe, le bonsaï est assez jeune. L'ikebana est beaucoup plus séculaire. Je veux dire dans la Caraïbe et même dans le monde de façon générale. Donc il y a pour l'instant plus de pratiques en Guadeloupe d'ikebana que le bonsaïka. Alors, la première édition du Terra Silva était organisée en 2014, une expérience positive puisque vous aviez reçu plus de 800 visiteurs durant le week-end de cette manifestation. C'est ça, exactement. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avions été surpris. Le Terra Silva est un événement, c'est un espace d'échange. C'est vraiment ça, c'est sa définition. C'est-à-dire qu'au départ, on a constaté que en faisant des expositions simplement de bonsaï, c'est vrai qu'on avait pas mal de visiteurs, mais on sentait bien qu'on ne touchait qu'une certaine sensibilité, un type de sensibilité. Et je connaissais quand même pas mal de monde dans le milieu de l'art floral. Donc j'ai contacté un petit peu tous ceux qui voulaient y participer et de voir comment est-ce qu'on pouvait exprimer nos différences, mais avec toutes nos ressemblances, entre guillemets. Et on a donné naissance à ce Terra Silva grâce à ça, comme ça, et on se rend compte qu'on touche beaucoup plus de monde et qu'on arrive à retirer les barrières entre les arts. Ce qui nous a poussé autour de l'art floral, qui est effectivement la colonne vertébrale de cette exposition, mais qui est le lien entre tous les autres arts également. Donc on va exposer avec par exemple des sculpteurs, des poètes, on a Tony Boyer qui est sculpteur avec nous, on a Sand qui est peintre, on a Evaline qui est une sculpteur également, et on a des poètes aussi. Donc on a Geneviève Bruno, on a 2-3 personnes qui sont venues nous rejoindre.
Et depuis la première édition du Terra Sylva, c'est un petit peu le mot d'ordre de cette manifestation. Alors vous avez parlé de quelques-unes des personnes qui seront présentes. Quels seront les autres intervenants pour cette deuxième édition? Alors bon, on a déjà parlé du Bonsaï, on a déjà parlé de l'Ikebana. Il y aura Kazanak, qui est une association à la base dans laquelle on retrouve tous les passionnés de nouveaux animaux de compagnie. Cependant, il y a une pratique dans l'aquariophilie qui s'appelle l'aquascaping. Et l'aquascaping, ou le paludarium, c'est l'art de créer des paysages dans le milieu aquatique. Donc, ils se prêtaient tout à fait dans le cadre de la manifestation. Ils sont venus nous rejoindre et ils font de très très beaux bacs. On a vraiment l'impression de se retrouver en pleine nature. Donc, effectivement, il y a Kazanak. Après, il y a KSLI Orchid qui travaille les orchidées, mais au lieu de les présenter dans un simple pot, vraiment travaille des compositions et fait de très très jolies mises en scène autour de l'orchidée, mais autour aussi de ce qu'on appelle du kokedama, qui sont des petites boules de mousse à l'intérieur desquelles ils font des agencements d'art floral. Il y aura donc plein de choses à voir pour cette année. Quels sont les temps forts, les nouveautés, les temps forts pour cette année? Alors, les temps forts sont toujours les démonstrations et les ateliers. Et d'ailleurs, plus les éditions vont avancer, plus on va axer sur les démonstrations et les ateliers. Donc, par exemple, le samedi matin, le samedi après-midi, surtout le samedi après-midi, il y aura ce qu'on appelle un happening floral. Un happening floral, il y aura les designers floraux qui seront là et qui vont monter en direct une composition florale, mais bien plus importante et bien plus parlante que celle qu'on pourra trouver dans l'expo. Donc, et il pourrait y avoir une interaction avec le public. Ce qui est important, c'est que vraiment que les gens s'approprient ce qu'ils voient, pas uniquement en tant que visiteurs, mais à leur façon acteur. Donc, qu'ils posent des questions, qu'ils s'intéressent, qu'ils aient envie de toucher la matière. Ça, c'est très important. Qui attendez-vous au cours de ces 2 journées de samedi et de dimanche au Gosier? Alors, j'ai presque envie de dire tout le monde. Pourquoi je dis ça? Quand on a fait la première édition du Terra Sylva, on pensait qu'on allait toucher vraiment les amoureux des fleurs et bon, on s'est rendu compte que pas uniquement. Parce que la manifestation attire vraiment tout type de personnes et toute sensibilité. On s'est vraiment rendu compte de ça. Et au départ, quand on a créé le premier Terra Sylva, on n'était pas sûr de continuer. Mais on a eu une telle demande, les gens ont été tellement satisfaits, qu'on s'est dit qu'on va vraiment pérenniser la manifestation. Le rendez-vous, c'est samedi et dimanche, donc au lycée des métiers du tourisme et de l'hôtellerie et du Gosier. C'est toute la journée? C'est toute la journée, le samedi de 9h à 17h. Ah non, le samedi c'est de 9h à 18h30 et le dimanche de 9h à 17h. Et tout le monde est invité? Tout le monde. Merci beaucoup David Berry d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes président du Karukera Bonsai Club et que la 2e édition du Terra Sylva, c'est ce week-end au Gosier. Merci. Merci beaucoup. Les habitants de l'ouest du Gosier, justement, et de Mathurin seront privés d'eau potable. Vous en avez besoin pour certaines de vos réalisations. Entre 22h et 6h demain matin, demain soir, ce sont à nouveau ceux de Capesterre-Belle-Eau et des communes des Saintes qui n'auront pas d'eau au robinet. Cela, bien évidemment, dans le cadre des délestages programmés par le SIAG sur son réseau. Un point sur la météo. Le temps demeure humide sur l'archipel cette nuit. De nouvelles averses sont attendues et c'est l'ensemble de la Guadeloupe qui sera concerné. Demain matin, guère de changement, le soleil devrait s'imposer qu'en fin d'après-midi. Côté qualité de l'air, nous restons dans le vert. Très bonne nouvelle puisque l'indice Atmo sera de 2 à 10, indice Atmo annoncé par Guader. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.